Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Bonjour et bienvenue sur Valeurs agitées, votre premier podcast pratico-pratique pour mieux vivre au travail. Chaque semaine avec mes invités, nous croisons nos regards sur les valeurs de ce nouveau monde et partageons nos secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. DG, DRH, manager, vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle? Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus? Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. Vous savez, quelquefois, les managers sont pas bons, non pas parce qu'ils sont pas bons, mais parce qu'ils sont confrontés à quelque chose qui est redoutable dans les entreprises, qui est l'inconstance de la décision. Bonjour et bienvenue sur ce 3e épisode avec Benoît Serre. Benoît Serre, je vous le rappelle, il est DRH de L'Oréal France et il m'a fait l'honneur de venir à mon micro de Valeurs agitées. Il est également le vice-président de l'Association nationale des directrices et des directeurs de ressources humaines en France. Dans ce 3e épisode, nous allons parler du management. Quel est aujourd'hui le rôle et la place du management dans nos organisations? Qu'il s'agisse du management supérieur, intermédiaire, de proximité, à quoi sert-il? Nous allons évoquer également la question de l'évaluation, du feedback, mais aussi de la GPEC et globalement des structures hiérarchiques. Je vous souhaite une très belle écoute. Est-ce qu'aujourd'hui, les managers sont prêts à évoluer? Est-ce qu'ils sont suffisamment eux-mêmes matures et en maîtrise même de leurs compétences managériales? C'est-à-dire qu'on voit aussi certains experts devenus managers pour pouvoir progresser professionnellement, mais qui n'ont pas forcément la fibre managériale et parfois ils n'ont pas non plus eu de formation pour les accompagner. C'est assez courant, alors peut-être moins dans les gros groupes, mais, mais en tout cas dans un certain nombre de TI ou même PME, c'est assez courant. Comment on fait pour accompagner les managers à être des meilleurs managers? Bah, d'abord, on le fait beaucoup. On le fait déjà en s'attachant à rendre. Vous savez, quelquefois, les managers sont pas bons, non pas parce qu'ils sont pas bons, mais parce qu'ils sont confrontés à quelque chose qui est redoutable dans les entreprises, qui est l'inconstance de la décision. C'est-à-dire que ce qui est vrai le lundi devient faux le mardi, le mercredi, il y a quelqu'un d'autre qui parle, on change d'avis. Enfin bon, c'est épuisant. Parce que c'est eux qui portent ça devant leurs troupes. Tout à fait. Donc, c'est épuisant. Donc déjà, je pense que quelquefois, ce qu'on appelle, enfin, le fait qu'ils soient pas perçus comme des bons managers, c'est pas forcément de leur faute. Déjà. C'est parce qu'ils sont mal managés. Et un manager mal managé, il managera mal. Donc, je pense qu'on s'attache beaucoup à former les managers de proximité. On devrait aussi s'attacher à former les managers du dessus. Ils sont moins de proximité. Donc voilà, donc c'est une première chose. La deuxième chose auquel on fait pas, je crois, assez attention, le premier d'ailleurs, hein, c'est qu'on s'est beaucoup intéressé à ce qui entourait le travail. Et on ne s'est pas assez intéressé à ce qu'on appelle la qualité du travail. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé aux conditions de travail, à l'environnement de travail, tout ça, c'est très bien. Mais on a oublié la qualité du travail. Donc quand vous ne savez pas bien où vous vous trouvez dans la chaîne de valeur de l'entreprise, quand vous ne savez pas très bien en quoi vous êtes utile à l'amont, à l'aval, il y a un moment où vous avez ce qu'on appelle le sens du travail, vous l'avez un peu perdu. Quoi. Vous vous dites, après tout, je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas pourquoi je le fais, je ne sais même pas à quoi ça sert. Allez trouver de la motivation quand vous êtes confronté à cette réalité. Je pense que le travail qui a été fait sur les conditions de travail était très bien, bon, c'est parfait. Maintenant, il faut que les entreprises, les organisations, les DRH travaillent beaucoup plus sur la qualité du travail, parce que les gens ont bien compris où était leur place, pourquoi ils sont là, en quoi leurs compétences sont indispensables pour exercer ce métier, et d'une certaine manière, en quoi ils ne sont pas interchangeables, en quoi ils ne sont pas irremplaçables. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses de
on va dire, la complexification de nos organisations et notamment, aujourd'hui, il y a beaucoup, de grosses structures organisées, en mode matriciel où, du coup, on a, des salariés qui vont, à la fois rendre des comptes à un manager hiérarchique, mais aussi, parce qu'ils participent à un portefeuille, de produits, par exemple, ou à une chaîne, de fonctionnement, ils ont aussi à rendre des comptes de ce côté-là. Hem Est-ce que c'est pas, finalement, mettre les salariés en difficulté? Bah, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que si le matriciel, ça consiste à ce que plus personne ne comprenne qui est responsable de quoi, alors c'est une catastrophe. Voilà. Si le matriciel, ça consiste à faire comprendre aux gens qu'il est normal qu'il y ait plusieurs éléments à prendre en considération pour prendre la bonne décision, alors c'est efficace. Malheureusement, l'être humain étant ce qu'il est, le matriciel devient par moments plutôt une logique d'opposition des pouvoirs que de co-construction de la solution. Et du coup, effectivement, la personne, elle est coincée entre 3, 4, 5, 6 personnes qui toutes donnent un avis. Finalement, on ne sait pas qui décide, quoi. Donc, moi, j'ai le matriciel, il a plein de vertus. Il a des vertus dès lors qu'à un moment, on sait qui décide. Quelquefois, le matriciel, quand je parlais de l'inconstance de la décision, le matriciel peut générer de l'inconstance de la décision. Autrement dit, de l'insécurité dans la décision. Et puis après, ça pose aussi la question de, comment on reconnaît, la contribution du salarié, alors qu'il est évalué, généralement par un hiérarchique, mais qu'il peut, contribuer à tout un tas d'autres projets qui ne relèvent pas forcément de la responsabilité de son hiérarchie. Ah oui, mais ça, oui, bien sûr. Mais ça encore une fois, c'est pas un problème, c'est pas un problème lié au matriciel, c'est un problème lié aux critères d'évaluation ou au modèle de fonctionnement. D'ailleurs, sur l'évaluation, je trouve qu'on a des approches très infantilisantes, quand même. J'allais te poser la question, qu'est-ce que tu penses de nos modes d'évaluation aujourd'hui Enfin, en j'en ai vu entreprise? quelques-uns qui sont très bien, mais j'en ai vu beaucoup qui sont très infantilisants. Enfin, c'est un peu comme nos modes de recrutement, d'ailleurs. Pareil. Voilà, donc je pense que il faut l'évaluation, elle a un intérêt dès lors qu'elle fait progresser. Et quand on est sur une évaluation de quelqu'un qui manage, moi j'ai toujours trouvé que, en tout cas à titre personnel, je suis beaucoup plus intéressé par l'évaluation que font mes collaborateurs de mon job que mes chefs. Voilà, honnêtement. Sauf que ce que disent les collaborateurs de ton job, heu, est-ce que tu le sais? Comment tu le sais? Est-ce qu'ils osent te le dire? Bah, d'abord, je leur demande, Mais est-ce qu'ils osent? bien sûr, Ça demande déjà une culture d'entreprise, suffisamment, ouverte. bah, du feedback, oui, c'est vrai. Oui, bien sûr, mais ça peut aussi se structurer. Moi, comme je disais tout à l'heure, j'étais au BCG. Au BCG, tous les 6 mois, il y a une évaluation qui est faite des partenaires, où le poids de l'évaluation des équipes avec qui on travaille est plus lourd que celui des patrons. Mais ça, c'est de la volonté, hein. C'est de la volonté. Mais par contre, il faut avoir le courage de prendre le feedback. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Oui, mais en même temps, le Bah, bien sûr, feedback, entre guillemets, c'est ce qui permet d'avancer. bien sûr, C'est-à-dire que ou en tout cas d'avancer, dans la bien bonne sûr. direction avec, quelques indicateurs, notamment de ses collaborateurs. Bien sûr. Moi, je pense que l'évaluation, elle doit faire progresser. Et je trouve que dans le cas du management en particulier, l'évaluation des L-1 ou des L-2, je ne sais pas combien, est beaucoup plus intéressante, elle est beaucoup plus enrichissante. Une évaluation, son rôle, c'est faire progresser, c'est pas sanctionner. Et ben, je trouve que c'est plus enrichissant de savoir, de demander, d'ailleurs les nouvelles générations, elles vous le disent sans que vous le demandiez déjà, donc ça c'est bien, comment ils vous évaluent, il faut avoir le courage d'être on accepte d'être évalué dans un taxi ou je sais pas quoi, pourquoi on ne le serait pas dans l'entreprise? Voilà, donc c'est pas grave. Donc je pense qu'il faut. L'important, c'est d'avoir une évaluation qui s'objective en acceptant l'idée elle n'est jamais totalement objective. Ça existe.
C'est-à-dire qu'on va développer une appli, pour que chacun Non, puisse noter, son non, son collègue? mais non, c'est du management, c'est de la relation humaine, en fait, ces trucs-là. Pas une appli où je trouve qu'on se met à saisir ce qu'on se raconte en entretien. D'ailleurs, j'ai toujours été frappé, alors peut-être que j'étais pas dans les bonnes boîtes ou que j'ai pas bien fait mon boulot, j'en sais rien. Enfin, les fameux entretiens d'évaluation, on saisit des tonnes de trucs dont on ne fait rien. Dont on ne fait rien. Donc voilà, l'évaluation est utile. Elle ne peut jamais être totalement euh, objective. Elle est nécessairement partiellement subjective. Et c'est parce qu'elle est partiellement subjective qu'elle a de la valeur. Parce que c'est nécessairement une évaluation, comment dire, qui a une dimension humaine, quoi. Sinon, on fait évaluer tout le monde par des machines, hein, c'est plus simple. Ce sera peut-être le cas demain d'ailleurs. Ben, j'espère. Moi non plus, parce que moi ce que je préfère évidemment dans l'entretien d'évaluation, c'est l'échange. Ah oui, La formalisation derrière, ça me fait suer. bien sûr, bien sûr. Je suis pas toujours très bonne d'ailleurs dans le respect des délais. Non, mais là, non, mais moi, encore une fois, qu'on saisisse derrière la reformulation, ça, c'est utile si on en fait quelque chose. Mais je vois beaucoup d'entreprises qui n'en font rien. Alors qu'est-ce qui fait qu'on n'en fait rien? Parce que ça reste quand même une information, riche qui peut être utile pour l'évolution de l'entreprise. Oui, je suis d'accord, mais j'ai toujours observé qu'on n'en faisait pas grand-chose. Mmh, je suis d'accord, j'ai eu les mêmes observations. Pourquoi j'en sais rien, mais c'est comme ça. Je constate ça, moi. Oui, oui, je suis d'accord avec toi et pourtant, tu vois, moi, j'aime à dire que le feedback, c'est un peu le miroir, informant et pas déformant. C'est voilà, une manière de pouvoir, renvoyer à l'autre des informations qu'on pense, lui être utiles pour qu'il puisse progresser. Mais bien sûr, Sinon, ça n'a aucun bien intérêt sûr. et donc pour moi, l'évaluation s'appuie sur une forte conviction humaine de chaque personne est capable de progresser. Si on pense qu'il est pas capable de progresser, ça vaut même pas le coup de faire l'entretien. Ah ouais, alors, ça, c'est encore un autre sujet. C'est-à-dire que je pense qu'on travaille beaucoup trop en évaluant par rapport à l'objectif fixé et pas par rapport au progrès réalisé. Mmh, tout à fait. Or, évaluer par rapport au progrès réalisé, c'est la meilleure manière de continuer à progresser. Et sans avoir fait plus technique, si dans une entreprise, la plupart des gens progressent, il n'y a pas de raison que l'entreprise ne progresse pas. Oui et puis on peut atteindre des objectifs qui n'étaient pas fixés. Exactement. C'est-à-dire qu'on peut à un moment donné produire quelque chose, réaliser quelque chose. Oui, et puis en plus, on n'arrête pas de parler du fait qu'on est dans un monde instable, VUCA, etc. Ben, ça vaut pour les objectifs. Donc, les objectifs qu'on fixe en janvier, dans quelle mesure est-ce qu'ils ont encore du sens en, en mars, en décembre? Il y a plein de choses qui vont changer. Du coup, naturellement, je vais te demander, est-ce que la GPEC a encore un sens aujourd'hui? Alors qu'il devient très difficile d'anticiper les évolutions de notre monde, on a déjà du mal à parfois anticiper des choses, j'allais dire, ne serait-ce que notre météo, par exemple. Est-ce que la GPEC devient encore plus pertinente parce que justement il faut essayer de fixer un cadre prospectif, même si on sait qu'il y aura des aléas? Ou est-ce qu'on se dit, «Bon, bah, finalement, il vaut mieux, j'allais dire jeter le bébé avec l'eau du bain, la GPEC n'a plus aucun sens»? Non, mais en fait, c'est toujours pareil. Si la GPEC, c'est construire un truc en disant maintenant on verra ça dans 3 ans, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est une GEP ou une GPEC, peu importe, glissante. Il y a des métiers qui sont assez stables. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. Il y en a d'autres dont on pensait qu'ils étaient stables, finalement, ils ne le sont pas. C'est une nouvelle technologie ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est quelque chose, c'est un modèle dynamique, en fait. C'est pas un modèle statique. Euh, si on a une GPEC statique en disant, bah, je suis content, j'ai signé mon accord de GPEC, voilà, terminé, je le mets dans un tiroir et puis il ne passe plus rien. C'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, on parlait tout à l'heure du code du travail, le fait de s'attacher à la fiche de poste présente un intérêt très relatif, parce qu'elle change tout le temps. Donc, c'est pas très intéressant. Donc, la GPEC, la GEP, on veut. Je pense que la GEP, la gestion des emplois de elle est importante pour identifier quels sont, au regard de la stratégie de l'entreprise, de son environnement concurrentiel, des nouvelles technologies, de tout ce qu'on veut, les métiers en croissance et décroissance. Et il faut réviser, en règle générale, régulièrement, est-ce que ce métier-là est toujours en croissance et toujours en décroissance? C'est la première partie. Deuxième partie, quels sont les métiers qui se transforment
ou qui sont tellement transformés que ça devient des nouveaux métiers. Et ça, c'est une logique dynamique, c'est une logique glissante, c'est pas une logique statique. Et nous voici à la fin de ce 3e épisode avec Benoît Serre, DRH de L'Oréal et vice-président de l'Association nationale des DRH. Pour le 4e épisode, nous allons parler conduite de changement, résistance de changement, transformation des entreprises, comment faire en sorte que les salariés vivent bien l'ensemble de ces changements aujourd'hui nécessaires dans notre monde du travail et notre monde des entreprises. Nous allons également parler de pénurie des talents, d'apprentissage, de marque employeur, de raison d'être, d'entreprise à mission et des intelligences artificielles. Je vous laisse découvrir tout cela dans l'épisode 4 avec Benoît Serre. À tout de suite. Vous avez aimé cet épisode ? Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.